Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à sur cet instant décryptage. Vous le savez, depuis janvier 2018, c'est une nouvelle force qui assure la sécurité dans notre pays, la police républicaine, née de la fusion de la police et de la gendarmerie. La création de cette force répond aux besoins d'efficacité recherchés en matière de sécurité publique. Et depuis quelques mois, on observe quand même sur le front sécuritaire une certaine accalmie. Et depuis, les deux entités hier concurrentes sont ensemble et travaillent. Alors, quelle est aujourd'hui la qualité des relations? Quels sont les défis sécurité actuels de notre pays? Le Bénin est-il aujourd'hui plus sécurisé qu'hier? Autant de questions que nous allons poser ce soir à l'inspecteur général de brigade Nazaire Ounompé. Il est le directeur général de la police républicaine. Il est dans notre studio, monsieur le directeur général, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter de venir nous parler de la police républicaine, des difficultés que vous rencontrez et surtout de vos ambitions. Alors, en ce moment, on parle un peu plus dans le pays de cette mesure que vous essayez quand même de mettre en place, à savoir le test d'alcoolémie au niveau des conducteurs, que ce soit à 2 roues et à 4 roues. Alors, quelle est l'opportunité d'une telle mesure, inspecteur général? Bien, bonsoir, monsieur le journaliste, chers téléspectatrices et téléspectateurs, bonsoir. Vous savez, la police, d'une manière générale, a pour attribution d'assurer le respect des lois et règlements. Alors, depuis 1917, la loi du 1er juillet 2017 sur l'ivresse publique interdisait déjà l'usage de l'alcool au volant. Cette loi a été, disons, un peu renforcée par un arrêté général, l'arrêté général 61-38 du 24 septembre 1956, portant réglementation de l'usage des voies routières ouvertes à la circulation publique. Et en plus, en 1968, il y a eu la Convention de Vienne sur la circulation routière. L'utilisation de la route doit être faite avec beaucoup de précautions parce qu'il y a plusieurs usagers qui partagent cet espace. L'usage de l'alcool étant très dangereux, si l'État n'intervenait pas, imaginez ce que ça va devenir. Et le gouvernement, notamment le chef de l'État, a dit, vous voulez réprimer l'usage ou bien l'ivresse publique, mais est-ce que vous avez les équipements qui vous permettent de repérer, disons, de dépister les usagers de la route qui ont dépassé le seuil? Ou bien c'est seulement sur les humeurs des policiers qu'on va interpeller les gens. On a expliqué, dit, moi je mets à la disposition de la police les équipements adéquats. Donc ce n'est pas sur un coup de tête que la police se lève pour dire, nous allons... D'abord, c'est parce que les tests existent et le défaut de répression a créé suffisamment de tort. Il y a beaucoup de jeunes cadres qui sont morts comme ça, au sortir des boîtes, ou bien les week-ends, quand ils vont pour les cérémonies, ils rentrent sous les titans en mauvais stationnement. Donc, on ne peut pas laisser la jeunesse mourir, on ne peut pas laisser d'une manière générale les citoyens de ce pays mourir. Qui va faire le développement si tout le monde mourait? Donc, c'est fort de ça qu'on a dit, il vaut mieux utiliser les outils modernes. Et c'est heureux que le gouvernement ait pu décider de nous acheter des alcotests excessivement chers. Donc, voilà ce qui a motivé la direction générale à mettre en œuvre ces dispositions qui existaient depuis plusieurs années. Monsieur le directeur général... Beaucoup, je me permets de continuer, beaucoup disent qu'il y a des problèmes d'hygiène, sur quelle base, quel est le seuil? Moi, je voudrais préciser évidemment, que... j'allais vous demander quel est le seuil. Le seuil, oui. Lorsque vous dépassez 0,5 g d'alcool par litre de sang, vous êtes réprimé. C'est-à-dire, vous pouvez boire jusqu'à 4, mais à partir de 0,5, si vous buvez jusqu'à 0,40 et quelques, c'est toléré.
Mais à partir de 0,5 grammes par litre, je crois que vous tombez sous le coup de la loi. Et nous sommes même très en retard dans beaucoup de pays où la législation a été revisitée. C'est les peines correctionnelles, c'est-à-dire l'emprisonnement. Chez nous au Bénin, avec le décret 2894 du 8 avril 2008, n'a institué que des peines pécuniaires, 10 000 francs d'amende. Je crois que ce n'est pas suffisant. Nous devons, je crois que le nouveau code pénal qui est en voie d'être promulgué, j'estime que les députés ont tenu compte de ça. Pour protéger la vie, il faut que la peine soit forte. Et l'alcotest dont nous disposons aujourd'hui... Concrètement, comment l'opération se fait sur le terrain, le contrôle? On n'a pas encore démarré. On a juste lancé, mais déjà, il faut voir les polémiques. Tout porte à croire que les gens n'ont même pas peur de perdre leur vie. On dit, est-ce que vous avez pris les précautions? Il y a tellement de maladies. Moi, je voudrais préciser que l'alcotest, l'appareil est muni d'embouts. Et les embouts sont à usage unique. J'ai amené quelques échantillons. Donc on ne va pas utiliser le... Non. Et lorsqu'on veut vous contrôler, vous êtes en droit de chercher à vérifier si l'embout est toujours dans son emballage. On doit le déballer devant vous et le mettre. Donc, toutes les précautions sont prises en ce qui concerne l'hygiène. Que les gens se calment. Notre objectif, ce n'est même pas de réprimer, c'est de donner l'alerte pour que chacun prenne ses dispositions pour éviter d'être ivre au volant. C'est tout. On ne recherche pas le pécheur. Que chacun prenne ses dispositions en sachant que même s'ils n'ont pas peur de leur propre vie, il ne faut pas qu'ils mettent la vie des autres en danger sur la voie publique. Voilà, monsieur le journaliste, ce que je voudrais préciser. Alors, inspecteur général de brigade, nous enchaînons avec le fonctionnement de la police républicaine. Vous avez une mission de pionnier, vous êtes le premier directeur général de cette force unique, issue donc de la fusion de forces qui était concurrente. Alors, comment se passe aujourd'hui la cohabitation au niveau de ces deux entités qui sont devenues une seule aujourd'hui? Merci. Je crois qu'avant de parler de la police républicaine proprement dite, permettez-moi quand même de présenter un bref aperçu sur d'où nous venons. Parce que si on ne le dit pas, on ne va pas comprendre quelle est la pertinence de cette réforme. Allez-y. Alors, vous savez mieux que moi, vous l'avez dit d'ailleurs dans votre introduction, que l'ex-police nationale et l'ex-gendarmerie nationale étaient plus rivales que partenaires. Investis à peu près des mêmes missions, au lieu de former un bloc pour combattre le crime, au contraire, ces deux entités se livrent à une guéguerre qui profite aux criminels. Puisque le criminel dit ils n'ont pas le temps de s'occuper de nous, ils font la guerre entre eux et le terrain est favorable à toutes sortes de crimes. Et cette situation s'est empirée à un moment donné, au point où, en 2000, un décret avait été pris pour définir les zones d'intervention de la police et la gendarmerie. Pourquoi ça? Parce que, imaginez dans une même ville où il y a un commissariat, il y a également une brigade. Et lorsque deux individus sont en conflit, le premier va porter plainte au commissariat, son antagoniste court pour aller porter plainte à la gendarmerie, dans la même localité, et oppose systématiquement ces structures-là. Et l'État va investir dans la même ville sur un commissariat, sur une brigade, pendant que nous avons plusieurs localités à couvrir. Si on crée des doublons, on ne pourra pas assurer une meilleure couverture. Et c'est d'ailleurs ce qui s'observait. Nous avions à l'époque environ une centaine d'arrondissements qui étaient physiquement tenus. Alors, lorsque le chef de l'État est venu, il a observé le phénomène qui se produisait dans le pays où il y a les braquages, le phénomène de coupeurs de route, les barrages
à n'en pas finir, les tracasseries routières. Malgré les injonctions de l'UEMOA, on n'a pas pu lever les barrages. Mais de façon osée, le président, il dit, je ne veux plus entendre parler de barrages sur les axes routiers. Donc, on a levé systématiquement les barrières. Ça, c'était déjà en 2016. Il dit, les chasseurs qui étaient impliqués dans la sécurisation des axes routiers. Je ne veux plus entendre parler de chasseurs. Je ne veux plus entendre parler de brigades civiles, puisque la sécurité est une mission régalienne de l'État. C'est parce que l'État démissionne qu'on a recours à des citoyens pour assurer la sécurité. Donc, les brigades civiles, il ne veut plus en entendre parler. Les chasseurs, il n'en veut plus. Et le fait d'obliger les véhicules à s'immobiliser à partir d'une heure pour être convoyés. Ça veut dire que si vous quittez ici pour aller à Malanville, à partir de 19h, on vous arrête et on organise des convois. Ça veut dire que vous ne pouvez pas circuler. Si vous avez un problème à régler, par exemple, à Malanville, vous ne pouvez pas aller à Malanville. Et le chef de l'État dit on doit circuler à toute heure du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et ça a été fait. Les chasseurs sont retirés du système sécuritaire. Il n'y a plus de phénomène de coupeur de route. Les braquages, on n'en parle plus. Il a dit, je mets à la disposition des unités les moyens roulants, aussi bien 2 roues que 4 roues. Je vais doter chaque unité d'un budget, c'est ça que nous appelons les ressources additionnelles, estimé à 4 milliards l'année. Ça a été fait. Aujourd'hui, si vous allez dans les unités, chaque unité dispose au moins d'un véhicule. Ça peut être 2 roues ou 4 roues. Et d'une centaine d'unités, d'une centaine d'arrondissements couverts, nous sommes passés du simple au triple. Il y a plus de 300 arrondissements qui sont couverts aujourd'hui, qui ont des unités propres. Et ceci a été fait sans recrutement. Ça veut dire que c'est juste le management de la gouvernance qui a changé. Non seulement les effectifs sont en baisse, lorsque vous comparez les effectifs d'aujourd'hui, 2018, à ceux de 2015, ce n'est pas le même. Puisqu'on n'a pas recruté, il y a des décès, il y a des départs à la retraite. Donc, bien que l'effectif soit en baisse, le taux de couverture s'est amélioré de façon très remarquable. Donc, la fusion des forces a donc permis de... Donc, le chef de l'État n'avait-il pas raison de dire, au lieu de garder des structures concurrentes, il faut les mettre ensemble. Donc, pour moi, ça a été une décision judicieuse. Et vous avez parlé de fusion. Oui, évidemment, de la fusion. Je ne parle pas de fusion. Vous parlez de quoi alors, en général? Non. La police, l'ex-police nationale a été dissoute, l'ex-gendarmerie a été dissoute, et on a créé une force unique. Évidemment, bon, issue de ces deux entités. Oui, mais ici, lorsque vous parlez de fusion, ça veut dire qu'on a maintenu. Il ne faut pas que l'idée de fusion prédomine. On a dissous, on a créé un nouveau corps, et pour l'animation de ce corps, on a pris le personnel qui doit obligatoirement se dépouiller des vieilles habitudes et dire que nous sommes tout nouveaux. Parce que lorsque nous allons agiter toujours l'idée de fusion, et d'ailleurs vous parlez de cohabitation, vous voulez qu'on maintienne alors la guerre à l'interne, la guerre qui existait entre ces deux structures. On ne peut pas faire pérenniser cette guerre. Alors comment fonctionne aujourd'hui cette force unique-là? Nous avons fait un grand pas. Nous avons fait un grand pas depuis janvier parce que systématiquement, dans les unités, il y a eu mixage. Donc, vous allez voir les personnels de l'ex-police nationale et ceux de l'ex-gendarmerie dans la même unité, même si les uniformes ne sont pas encore changés, ils travaillent ensemble, ils regardent dans la même direction, ils partagent leurs expériences.
Ça, c'est le grand pas. Vous qui les observez quotidiennement, comment tout cela est orchestré sur le terrain, l'ambiance de travail? Au départ, ce n'était pas gaillé. Et je dois saluer la détermination de l'ensemble des fonctionnaires. Parce que sans cette volonté, ce n'est pas facile de mettre deux structures qui ont une culture organisationnelle différente, qui ont une formation différente. Il y a une qui a une formation orientée militaire, l'autre qui a une formation orientée civile. Paramilitaire. On les met ensemble. Ce n'est pas Gaïda. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que nous sommes en train de surmonter les difficultés une à une. Et je crois que c'est une bonne expérience. Alors, la question de l'harmonisation des grades, parce que là, c'est aussi le quotidien de cette force unique. Comment tout cela est orchestré? Voilà, c'est la question que tout le monde agite. Le gouvernement a fait un grand pas parce qu'il ne s'agit pas de créer une égalité entre les grades, mais plutôt une équivalence. Donc, le décret portant équivalence est pris et chacun sait quel est son équivalent aussi bien à la police républicaine que par rapport à un ex-gendarme ou à un ex-fonctionnaire de police. Vous savez, lorsque on fait ce genre d'équivalence, ça demande une certaine ouverture d'esprit pour pouvoir assimiler. Je vais vous donner un exemple. Oui, quels sont les critères sur Attendez que lesquels je vous donne. Je vais vous donner un exemple. Oui, allez-y. Lorsque vous prenez les étudiants en première année d'université, il y en a qui ont le bac, il y en a qui ont la capacité en droit, il y en a qui ont l'ESE, donc un autre diplôme, et tous se retrouvent en première année sur la base de l'équivalence qui est établie entre ces diplômes. Mais ce n'est pas une certaine égalité. Et c'est lorsque vous serez en première année que vous allez démontrer si vous êtes plus fort que X ou Y. Donc, les critères, ça a été très simple. La loi 2015-20 du 19 juin 2015 portant statut spécial des personnels des forces de sécurité publique et assimilés avait déjà établi une certaine harmonisation avec les grades de l'armée. Donc, c'est heureux, c'est cette loi qui a vraiment créé le terreau fertile à cette équivalence entre les grades. Donc, lorsque vous êtes recruté sur la base du même diplôme et que vous faites les mêmes années de formation, puisque c'est de ça qu'il s'agit désormais, depuis cette loi-là, les gens sont recrutés, les officiers sur la base de la licence, ils font 2 ans de formation. Donc, tout est réglé comme ça et il n'y aura plus un écart entre un ex-commissaire de police, un officier de l'armée et un officier de la gendarmerie. Donc, c'est ce document, c'est ce texte qui a servi de base à l'élaboration des critères. Alors, et les reclassements, ça se fait toujours en tenant compte de ces principes-là, ou bien ça se fait à la tête du client? Non, on ne peut rien faire à la tête du client. Il doit avoir des critères objectifs. On n'a pas encore fait le reclassement. Nous sommes en train de faire les reversements et le reclassement va faire l'objet d'une étude très approfondie parce que le chef de l'État est très préoccupé. Il dit, nous devons faire en sorte qu'il n'y ait pas de frustration. Et on ne doit pas faire un nivellement par le bas. Donc, voilà un peu... Oui, mais il y a une question liée au coût de formation initiale des sous-officiers. Dans la même unité, il y en a qui sont recrutés, enfin, les 2 corps qui sont recrutés, peut-être sur la base du baccalauréat, policiers et gendarmes, mais au bout du rouleau, le reclassement, ou du moins l'harmonisation des grades ne se fait pas au même titre. Il y en a qui ont le sentiment d'être... Mais jusque-là, on n'a même pas encore... On n'est même pas encore passé à
à la mise en œuvre du décret portant équivalence, chacun continue de garder son grade. Donc, il ne peut même pas encore avoir problème puisqu'on n'a même pas commencé. Il est vrai qu'au niveau des fonctionnaires de l'ex-police nationale, le reclassement sur la base de la loi 2015-20 a mis du temps et n'est intervenu qu'après la création de la police républicaine. Donc, du coup, les gens pensent que c'est déjà le reclassement. Non. Normalement, ce reclassement devrait terminer bien avant la création de la police républicaine. Malheureusement, ça n'avait pas été fait et n'eût été l'engagement et la détermination personnelle du chef de l'État. Peut-être que la situation allait pourrir, ça allait continuer par traîner, créer beaucoup de frustration. Donc, ceux qui se plaignent aujourd'hui, ils se plaignent par rapport à quoi? Ils se plaignent par rapport à quoi? Il faut qu'on comprenne. C'est quand on va mettre en œuvre les nouveaux galons, les galons de la police républicaine, on va vous dire, vous, X, voilà le galon que vous portez, voilà son équivalence dans la police républicaine. C'est à partir de cet instant qu'on peut dire, et puis cette affaire de j'ai le bac, j'ai ci, chacun a un statut. Vous ne pouvez pas être recruté à la police nationale et qu'on vous applique les statuts de la gendarmerie et vice-versa. On vous a recruté, vous avez un statut, ce statut s'applique à vous. Vous n'avez pas à faire une comparaison puisque vous n'êtes pas recruté. Pour l'autre corps, vous n'avez pas fait les mêmes formations, vous ne pouvez pas faire cette comparaison-là. Donc moi, j'invite les camarades à faire preuve de retenue et j'ai coutume de leur dire, dans ce processus qui est engagé et qui est en cours, chacun doit faire preuve de tolérance. Et nous devons rechercher le consensus. Mais on n'aura jamais l'unanimité. Si c'est à l'unanimité qu'on s'attend, on se trompe. On ne peut jamais avoir l'unanimité, mais nous travaillons pour que tout soit fait sur la base du consensus. Cela veut dire que chacun doit sacrifier un minimum de ses acquis pour qu'on avance. Et on a remarqué également au niveau de vos agents, il y a eu une sorte de changement de comportement. Ah oui. Hier, c'était les pratiques de rançonnement, raquette tuée d'avoir. Mais quelle a été votre potion magique pour amener les agents à changer aussi rapidement de comportement sur le terrain? Non, disons que c'est lorsque la musique chante de cadence, il faut changer systématiquement les pas de danse. Le chef dit, moi, je ne veux plus entendre parler de rançonnement. Et pour le président de la République, c'est impunité zéro. C'est parce qu'on ne sanctionne pas que les gens s'adonnent à certaines pratiques. Mais nous, on a fait l'option au niveau de l'ex-police nationale et de l'ex-gendarmerie de donner le bon exemple. Et les sanctions, les différents chefs ont vraiment sanctionné les agents indélicats. On a fait le ménage en notre propre sein, au point qu'aujourd'hui, si un agent se fait prendre, il sait déjà à quoi s'en tenir. Il doit être sanctionné avec la dernière rigueur. Il n'y a que la rigueur qui puisse faire changer les comportements. L'homme est né liberté. Donc, si on ne le contrôle pas, on ne l'encadre pas, il ne peut jamais spontanément être disons, vertueux. Seul le contrôle et la sanction amènent les gens à cultiver la vertu. Donc, c'est ce que nous faisons, c'est la sanction, la sensibilisation, la sanction, la sensibilisation. Alors, la sécurité publique, on a noté depuis quelques mois qu'il y a une sorte d'accalmie sur le front sécuritaire. Il y a de moins en moins de braquages, de banditisme et autres. Quel a été le dispositif mis en place pour corriger ces genres de situations? Bon, il y a plusieurs paramètres. Déjà, le fait qu'on ait amélioré le taux de couverture. Donc, les agents sont un peu partout. Le fait qu'on ait systématisé la sécurisation des corridors. 24 heures sur 24, il y a des patrouilles sur les corridors. Systématiquement, quel que soit le temps, même s'il pleut, il y a toujours les agents sur les corridors.
Donc, la présence permanente. En dehors de ça, nous avons changé totalement la manière de travailler. Vous savez, dans un passé pas très lointain, les unités étaient beaucoup plus enclines à faire de la police judiciaire. Donc, les commissariats et les brigades étaient beaucoup plus perçus comme un prolongement du parquet. Donc, les boîtes de réception de plaintes, ils sont là. On attend les victimes, on attend les plaignants. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Nous sommes dans la proactivité. On anticipe sur tout. Il faut occuper le terrain. Donc, ne pas attendre qu'il y ait des victimes. D'abord, si le taux de criminalité sur votre territoire est élevé, ça veut dire que le système de prévention est défaillant. Donc, on a fait l'option de privilégier la prévention, les patrouilles dissuasives de nuit comme de jour. Et en dehors de ça, on fait l'effort pour soigner notre image. Ça a créé un climat de confiance entre les populations et nous. Vous savez, le métier de policier qui est un métier noble, la police, c'est le premier compagnon de l'homme. Mais depuis les indépendants, lorsqu'on demande à quelqu'un quel est le travail de la police ou le travail de la gendarmerie, ils vont vous dire la police arrête les gens. Tout à l'heure, avant le démarrage de l'émission, votre collègue qui disait « Ah, je ne vais pas être arrêté, je ne vais pas aller en prison. » Non. Lorsque la police est amenée à faire des investigations pour que les gens soient présentés au procureur, ils basculent de leur rôle de policier pur vers la police judiciaire, qui est une activité entièrement placée sous le contrôle des autorités judiciaires. Dès que vous convoquez quelqu'un, vous n'êtes plus le policier pur, mais vous êtes un auxiliaire de justice, donc vous êtes un officier de police judiciaire ou un agent supérieur de police ou un agent de police judiciaire et vous travaillez sous la direction du procureur de la République. Donc, celui qui arrête, je ne vais pas dire que c'est le procureur qui arrête, puisque c'est la loi qui arrête, c'est les faits que vous commettez qui permettent de vous arrêter. Mais à partir du moment où on a donné priorité à cette activité, eh bien, la manière même de le faire, avec brutalité, et on pense que c'est nous, après nous sur la terre, il n'y a plus personne. On essaie d'expliquer aux gens, tant que vous allez fonctionner comme ça, il doit y avoir forcément un grand fossé entre les populations et vous. Mais aujourd'hui, nous comprenons que nous sommes un service public et que, à la limite, nous sommes même, j'ai coutume de dire que nous sommes un service social de fait. Chaque population, lorsque vous circulez, que vous rencontrez une patrouille, vous devez vous sentir à l'aise. Mais par le passé, vous prenez de l'air sur les bancs publics, une patrouille s'annonce, vous détalez. Ce qui est anormal. Comment le protégé va fuir son protecteur? Ça pose problème. Donc on a complètement changé cette manière de travail. On l'a complètement changé. Il faut qu'on se mette dans notre rôle de protecteur des personnes et de leurs biens, d'assistance. Et c'est ce que nous faisons depuis peu. D'ici quelques années, vous allez voir qu'on ne va plus redouter la police, mais on va redouter la loi, puisque nous sommes chargés d'assurer le respect des lois et règlements. Donc c'est la loi qu'il faut redouter. Si vous êtes en porte-à-faux avec la loi, nous allons gentiment vous dire, monsieur, tel comportement que vous avez eu est répréhensible, vous êtes obligé de répondre devant les juridictions et on va faire la procédure de façon très douce, très humaine. Et je crois que c'est ça. Moi, je suis très peiné quand je vais dans les milieux, on me dit « Ah, je ne veux pas être ami d'un policier, la police arrête les gens. » Ça me gêne. La police n'est pas là pour arrêter les gens. La police est là pour protéger le citoyen. Et le chef de l'État insiste. Il dit qu'il ne veut plus que nos concitoyens, les populations nous redoutent. Ça pose un problème. Donc voilà un peu ces quelques paramètres qui ont permis d'améliorer. Et au niveau du ministère de l'Intérieur, il a été également mis en place un numéro vers le 166 qui permet aux gens d'appeler, de solliciter l'intervention de la police. Et nous avons également travaillé à améliorer le temps de réaction. Lorsque vous appelez,
dans les 5 minutes, au plus 10 minutes, une équipe de patrouille doit pouvoir être à votre disposition. Et nous travaillons à ça. Le gouvernement ayant fait l'effort de mettre les moyens, je crois qu'on n'a aucune raison de ne pas travailler efficacement. Et il y a quelque chose que j'ai manqué de dire. Depuis des années, la police, l'ex-police nationale comme l'ex-gendarmerie nationale, n'avait jamais disposé d'un système de transmission. Je vous dis, aujourd'hui, le gouvernement a débloqué près de 4 milliards, plus de 4 milliards pour acheter les relais. Tout le système, ça veut dire qu'on a réhabilité entièrement le système de transmission. Et vous allez voir, dès août, quand nous allons procéder au lancement officiel, vous n'aurez plus de policiers avec leur propre téléphone au carrefour. Il y aura les talkie-walkie. Et de mon bureau, moi, je peux appeler n'importe quelle unité. Voilà, ce sont ces outils qui vont nous permettre d'être encore plus opérationnels. Vous avez également essayé des radars par rapport au contrôle de Bien vitesse sûr, c'est sur les toujours dans routes. le cadre de la préservation des accidents de la circulation que le gouvernement nous a doté de radars. Et vous avez vu ça a déjà produit ses effets. Le taux d'accident a baissé de façon drastique. Et quand nous allons ajouter le contrôle du taux d'alcool, je crois que nos compatriotes, l'espérance de vie du Béninois va pouvoir augmenter. Alors, quels sont aujourd'hui les risques qu'on pourrait donc peut-être craindre pour la sécurité au Bénin? Est-ce qu'on est totalement sécurisé aujourd'hui, Général Onopé? En tout cas, pour l'instant, quel que soit le lieu où un investisseur veut séjourner au Bénin, il peut se sentir à l'aise. La sécurité, c'est une quête permanente. On ne peut pas dire aujourd'hui à accalmie et aller dormir sous le laurier. C'est toute la difficulté. Lorsque vous faites l'effort pour amener la sécurité à un niveau, vous devez le maintenir et l'améliorer. Donc, nous sommes en train de travailler de façon permanente à ce qu'il n'y ait pas un regain d'insécurité et que, au contraire, que le système s'améliore, que chacun puisse se sentir à l'aise. Aujourd'hui, on a encore quelques difficultés dans les quartiers en raison du manque d'effectifs. Mais bientôt, avec surtout que la loi portant statut a été promulguée par le gouvernement, on pourra faire les recrutements et les effectifs vont s'améliorer et on pourra véritablement servir nos concitoyens. Mais l'insécurité zéro n'existe nulle part. Chaque citoyen doit prendre conscience et éviter des comportements à risque. Voilà. Dans la sous-région, il est question de terrorisme, de grand banditisme dans la sous-région. Et quelle est aujourd'hui la situation par rapport au Bénin? Non, je crois que... On est à l'abri des actes terroristes et autres. Vous savez, personne n'est à l'abri du terrorisme. Nous devons toujours cultiver l'harmonie, la paix, parce que le terreau fertile du terrorisme, c'est les frustrations qui débouchent sur la radicalisation. Tant que nous allons vivre en harmonie et éviter les conflits inutiles, nous sommes sûrs de détecter très rapidement toutes les cellules éventuelles qui seraient implantées chez nous et ça va nous permettre d'être à l'abri. Mais si on attise le feu, les querelles, je vous jure que le terrorisme, ils sont divisés, il y a des frustrés, il y a même des gens qui s'imaginent frustrés. Ce n'est pas bon pour un pays. Nous devons nous donner la main, vivre en harmonie. Ce qui est certain, quel que soit ce qu'on fera, ce qu'un gouvernement fera, il peut satisfaire les besoins de tout le monde à la fois. Ce n'est pas possible. Donc, qu'on fasse preuve de retenue et que chacun se mette au travail
pour que le terroriste sache qu'au Bénin, là, nous sommes en bloc pour l'affronter. Oui, vous parlez d'anticipation. Est-ce que les renseignements que vous avez vous rassurent par rapport... Ce n'est pas sur un plateau de télévision qu'il faut dévoiler toute la stratégie de lutte contre le terrorisme. Ce n'est pas possible. Mais je rassure que nous avons conscience des menaces et nous travaillons de concert avec les forces armées. Et quelle est la capacité de réaction de la troupe aujourd'hui? Ah oui, là, vous savez, le premier facteur, c'est le mental. Il faut, une fois que nous sommes engagés, nous avons la détermination, je crois qu'on est capable du miracle. Aujourd'hui, il y a une parfaite harmonie, une parfaite collaboration entre la police républicaine et les forces armées. Et on doit travailler, il en est de même des autres forces, la douane, les eaux et forêts, de manière à ce qu'on puisse travailler ensemble afin de faire face à ces menaces-là. On a vu la police républicaine très active sur le front de la lutte contre la cybercriminalité. Alors, parlons-en. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui a été mené comme combat et lutte, est-ce qu'on peut dire que ce phénomène a reculé? Ah oui. Le phénomène a reculé, mais n'a pas disparu. Il n'y a pas ce jour où on interpelle de cybercriminels. Ils ont quitté les centres-villes, ils sont dans les milieux reculés et ils continuent, certains continuent. Donc j'invite les populations à les dénoncer systématiquement en appelant le 166, puisque nous, on n'est pas fatigués. Ce phénomène doit disparaître de notre pays parce qu'il constitue une menace à la jeunesse. On ne peut pas être dans un pays et que chacun, on laisse disons, on donne l'impression qu'on peut s'enrichir, on peut devenir subitement riche en ne faisant rien. Ce n'est pas possible. Donc, les investisseurs, nous avons des compatriotes honnêtes qui veulent faire des affaires. Mais lorsque le pays est placé sur la liste rouge, la plupart des investisseurs vont nous fuir. Ils vont dire, si vous voulez entrer en affaire avec un Béninois, soyez sûr que vous serez grugé. Ce n'est pas bon pour le pays. Donc, nous devons nous mobiliser tous pour combattre ce phénomène-là. Et de toutes les façons, il n'y aura aucun espace pour ces cybercriminels. C'est clair, c'est net. Il y a aussi le phénomène il y a la lutte contre la drogue au Bénin. Oui. C'est vrai que de plus en plus, il y a plus de vigilance et de contrôle. Alors, quelle est l'actualité de cette lutte-là aujourd'hui? Oui, nous avons renforcé, le gouvernement a renforcé les moyens de lutte. On a des équipements modernes qui permettent aujourd'hui, au niveau des aéroports, au niveau du port, de pouvoir faire des contrôles efficaces. Et le facteur primordial de toute lutte, c'est l'intégrité. Si l'agent n'est pas intègre, s'il est corruptible, la lutte ne pourra pas porter de fruits. Donc, nous travaillons à ce que chaque agent fasse honneur à sa corporation. Et tant que nous allons réussir la lutte contre le rançonnement et la corruption, toutes les autres formes de lutte vont connaître un succès. Et nous y attelons. On doit faire en sorte que le fonctionnaire de la police républicaine soit intègre. La moralité, l'intégrité sont des paramètres sur lesquels moi je ne transige pas. Ça, c'est clair, c'est net. Vous pouvez être compétent, très compétent. Si vous n'êtes pas intègre, si vous n'êtes pas de bonne moralité, soyez sûr que vous n'aurez aucun positionnement, aucun poste de responsabilité. La priorité, c'est l'intégrité et la moralité. Donc, c'est ce qui nous permet d'avancer. Ce n'est pas facile, mais je crois que je suis très, très, très optimiste que nous allons réussir. Le 1er août, c'est dans quelques jours. Quel dispositif sécuritaire que la police républicaine a pu déployer sur le terrain pour nous assurer quand même une belle fête nationale? Non, la fête sera belle. On vous a déjà, on a associé la presse à pouvoir divulguer au maximum
le plan de circulation, que chacun respecte. Parce que le mal dont nous souffrons ici, c'est le non-respect des normes. Si chacun respecte, on n'aura même pas besoin d'utiliser la force pour que l'ordre soit rétabli ou l'ordre soit maintenu. Je ne peux pas vous dire dans les détails ce qui est fait, c'est impossible. Si c'est ça que vous attendez de moi, vous ne l'aurez pas. Mais soyez rassurés que nous veillons pour que la fête soit belle, qu'il n'y ait aucun acte attentatoire à la sécurité et à la sûreté de l'État. Alors, inspecteur général de brigade, nous sommes au terme de cet entretien. Votre mot de la fin? Bon, je voudrais rassurer les populations, est totalement différente de l'ex-police nationale et de l'ex-gendarmerie nationale. Aujourd'hui, les brimades, les brutalités, tout ça là, on a tourné dos à ça. Et si éventuellement il y a des gens qui sont brimés, qui n'hésitent pas à aller vers nos directeurs départementaux, ou pourquoi pas venir jusqu'à moi ou à mon adjoint, l'ensemble du commandement, nous travaillons vraiment la main dans la main. C'est heureux aujourd'hui d'être à la police républicaine puisqu'il n'y a plus de conflit entre les acteurs de la sécurité. Et à mes collègues, je les invite au courage et à poursuivre ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas facile. Pendant que tout le monde dort, nous on est debout. On a sacrifié nos vies. On n'a plus de vie de famille. Et on le fait par amour pour ce pays. Et moi, pour finir, je voudrais lancer un appel à la presse. La presse doit nous accompagner à sensibiliser. Parce que si nous n'évitons pas les comportements à risque, si des gens dans leur maison reçoivent des visites ou bien des gens débarquent dans les quartiers, personne n'est attentif à leur présence pour les dénoncer à la police, je crois qu'on ne peut pas faire du maraboutage. De toutes les façons, quel que soit l'effectif, la police ne peut jamais être derrière chaque citoyen. Et c'est la seule manière de nous accompagner, puisque aujourd'hui, au moins, nous sommes engagés, le gouvernement met les moyens à notre disposition, il ne reste que la population joue pleinement sa partition, en dénonçant systématiquement les individus suspects, et le travail sera fait dans les règles de l'art. Merci Nazer Onopé, directeur général de la police Vive républicaine. La police républicaine. Merci infiniment. Oui. Amis téléspectateurs, merci d'avoir suivi cet entretien et bonne suite de programme sur la télévision nationale.